Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de corriger un exo type min donc sur l'intégrabilité qui est donc la première question, elle est vraiment essentielle, c'est en fait la généralisation de la divergence grossière aux intégrales, donc c'est quelque chose qu'il faut connaître. Et donc après il y a deux questions et deux autres questions qui sont plus difficiles et plus spécifiques mais qui peuvent être intéressantes pour votre culture personnelle. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé, chercher l'énoncé, essayer de trouver les réponses par vous-même et puis lâchez un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile et ensuite je vais vous donner quelques indications et ensuite je vais passer à la correction. Ah, donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est qu'il faut raisonner par l'absurde en supposant que la limite de f de x pour x qui est envers plus infini est non nulle. Deuxième indication, il faut utiliser un équivalent. Alors question 2, il faut toujours raisonner par l'absurde en supposant que la limite en plus l'infini de f est non nulle. Il faut montrer qu'il existe un certain epsilon tel qu'il existe une suite xn divergente en plus infini telle que la valeur absolue de f de xn dépasse epsilon. Utiliser l'hypothèse de continuité uniforme, prendre x réel tel que valeur absolue de x moins xn est inférieure ou égale à delta et en déduire une majoration de valeur absolue de f de x. Comparer valeur absolue de f de x moins valeur absolue de f de xn à la valeur absolue de f de x moins f de xn. On a valeur absolue de f de xn moins valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à valeur absolue de f de x moins f de xn. Pourquoi? En déduire une majoration de l'intégrale de f entre xn moins delta et xn plus delta, en utilisant l'hypothèse d'intégrabilité, conclure à une contradiction. Troisième question, la propriété est fausse si on a simplement la continuité. Construire une fonction intégrable continue de limite nulle. Penser à une fonction affine définie sur des intervalles in dont la longueur décroît avec n, par exemple faire des pics de hauteur constante et de largeur 1 sur 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, on centrera le pic au milieu de l'intervalle débutant à partir de n. Si un dessin suffit, il faut être capable de trouver l'expression de la fonction. Au passage, on a que l'intégrale sur r plus de f de t, c'est la somme du coup sur n des intégrales sur in de f de t dt. Allez, donc on est parti pour la première question. On va supposer que f admette une limite L non nulle en plus infini. Eh bien, on a l'équivalent f de t équivalent en plus infini à L. Et donc, par cette relation-là, les intégrales du coup sur a plus infini de f et de L, elles ont même nature. Or, la seconde intégrale, elle diverge si elle est non nulle. Et donc, on en déduit que f n'est pas intégrable sur a plus infini, ce qui est absurde vis-à-vis de l'hypothèse de l'énoncé qui la suppose intégrable. C'est donc que si l'intégrale de f sur a plus infini converge et f tend vers L, alors L est égal à 0. Ah, donc on est parti pour la deuxième question. Eh bien, on a vu dans la première question que si on commençait à raisonner par l'absurde, ça partait pas mal, donc on va reproduire ce raisonnement-là. Donc est-ce que ça veut dire que f ne tend pas vers 0 en plus infini? Ça veut dire que donc on nie la définition quantifiée de la limite, c'est-à-dire la définition quantifiée de la limite, c'est pour tout epsilon positif, il existe a positif tel que pour tout x dans a plus infini avec x plus grand que a, eh bien valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à epsilon. Donc si on nie ça, ça veut dire il suffit de transformer les pour tout en il existe et ainsi de suite. Et cette implication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que valeur absolue de f de x est strictement supérieure à epsilon. Donc si on nie quelque chose de la forme a implique b, eh bien ça veut dire qu'on a a et non b. Donc voilà. Donc en l'occurrence non valeur absolue de f de x inférieure ou égale à epsilon, ça donne valeur absolue de f de x strictement supérieure à epsilon. Donc bon, on a ça par hypothèse, donc par absurde. Donc on va prendre donc ça nous dit qu'il existe un epsilon. Bon, on va fixer cet epsilon. On va poser a n égale n. Donc on prend n dans n étoile et on prend a n égale n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un certain xn qui dépend effectivement de n puisque a dépend lui-même de n. Si x est plus grand que an, eh bien valeur absolue de f de xn est supérieure ou égale à strictement à epsilon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire x supérieur à n, ça veut dire xn supérieur à n. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une suite xn divergent vers plus infini, telle que valeur absolue de f de xn est supérieure ou égale à epsilon. Bon là j'ai mis supérieur ou égal, mais on pourrait laisser le supérieur strict. Donc bon, on part de ça. Et maintenant on va utiliser évidemment l'hypothèse de la continuité uniforme. Ça donne quoi? Ça donne j'ai recopié ce qu'il y avait dans l'énoncé. Donc ça veut dire quoi? Nous on a dit, on a fixé le certain epsilon qui allait bien au-dessus, donc en utilisant la définition quantifiée, on peut l'appliquer avec cet epsilon là, on va voir qu'il existe un delta dans R plus étoile, tel que pour tout x et y de a plus infini, et bien si valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à delta, alors valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Donc là, à l'aveugle, nous, on a récupéré un xn.
Donc on a envie de se donner un x tel que valeur absolue de x moins xn est inférieur ou égal à delta. Donc ça donne quoi? Ça donne, bon après on raisonne avec les inégalités, ça veut dire que x appartient à xn moins delta, xn plus delta. Et donc comme ça on va obtenir que la valeur absolue de f de x valeur absolue de f de x moins f de xn est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Donc là on est pas mal et on aimerait utiliser cette inégalité là pour en déduire une majoration de la valeur absolue de f de x qu'on va ensuite intégrer pour obtenir une majoration de l'intégrale et aboutir à une contradiction avec le fait que f est intégrable. Donc on souhaite effectivement comparer la valeur absolue de f de x moins valeur absolue de f de xn, donc à valeur absolue de f de x moins f de xn que on sait être inférieur ou égal à epsilon sur 2. Donc effectivement c'est logique de se ramener à cette égalité là parce que de toute façon valeur absolue de f de xn, eh bien on sait qu'elle est supérieure ou égale à epsilon parce qu'on a ce qu'on a vu au-dessus. Donc bon, on a une pseudo-inégalité triangulaire qui est pour tout A et B réel, valeur absolue de A moins valeur absolue de B est inférieure ou égale à valeur absolue de A moins B. Donc ça, d'où ça vient? Ça vient de l'inégalité triangulaire avec, je le rappelle, c'est valeur absolue de x plus y inférieure ou égale à valeur de x plus valeur absolue de y. Et si on prend x égale A moins B et y égale B, qu'est-ce qu'on a? On a A moins B plus B inférieur ou égal à A moins B plus valeur absolue de B. Donc au final, ça donne quoi? Ça donne valeur absolue de A, en simplifiant ici, inférieur ou égal à valeur absolue de A moins B plus valeur absolue de B. Donc on peut faire passer le B de l'autre côté. Donc en l'occurrence, ici, on va avoir valeur absolue de f de xn moins valeur absolue de f de x inférieur ou égal à valeur absolue de f de x moins f de xn. Donc effectivement, on peut permuter les deux à l'intérieur puisque la valeur absolue, elle ne dépend pas du signe, qui est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Donc au final, on récupère ce qui nous intéresse, c'est que la valeur absolue de f de x, si on la fait passer de l'autre côté, elle est supérieure ou égale à la valeur absolue de f de xn moins epsilon sur 2, et valeur absolue de f de xn étant supérieure ou égale à epsilon, eh bien on a que valeur absolue de f de x est supérieure ou égale à epsilon sur 2. Donc super, maintenant on va se servir de ça pour estimer l'intégrale de valeur absolue de f de x. Et bien en majorant valeur absolue de f de x qui est supérieure ou égale à epsilon sur 2, il nous reste juste à intégrer la fonction identiquement égale à 1 entre xn moins delta et xn plus delta, et ça fait du coup 2 delta. Et donc au final on a que cette valeur absolue elle est supérieure ou égale à delta fois epsilon. Donc c'est très bien. Et maintenant on va aboutir à une contradiction en considérant donc la primitive grand F, donc définie par l'intégrale de AX de la valeur absolue de f de t dt. Et vu que f est intégrable, ça revient à dire que grand F admet une limite finie en plus l'infini. Or, l'intégrale du coup de xn moins delta à xn plus delta de valeur absolue de f de x dx, par définition c'est grand F de xn plus delta moins grand F de xn moins delta. Ça tend vers 0 pour n qui tend vers plus infini, puisque xn tend vers plus infini comme on l'a vu au-dessus. Grand F admet une limite finie en plus infini, donc ça tend vers 0 pour n qui tend vers plus infini. Or, ça contredit quoi? Ça contredit que l'intégrale de f de x en valeur absolue, c'est supérieur ou égal à delta fois epsilon, qui est un produit d'entiers strictement supérieur à 0. Donc on a un problème, on a une contradiction, donc c'est absurde et ça justifie le résultat que si f converge sur un intervalle de la forme a plus infini et que f est uniformément continu sur ce même intervalle, alors f admet une limite nulle. Allez, donc on est parti pour corriger cette troisième question. Donc, étant donné comment la formulation et la question est formulée, on sent que la propriété va pas marcher si on suppose que f est simplement continu. Donc on va montrer que c'est faux. Il faut donc trouver une fonction qui est intégrable sur un intervalle de la forme a plus infini, qui est continue sur ce même intervalle, mais dont la limite est nulle. Donc l'idée ici, ça va être de construire une fonction qui est affine par morceaux, de hauteur constante sur des intervalles in, dont la longueur décroît avec n. La hauteur constante, ça va permettre de simplifier le calcul. Le fait qu'elle soit affine par morceaux, ça va pouvoir permettre de justifier facilement qu'elle est continue. Et la dépendance par rapport à n, ça va permettre de faire une limite non nulle. Donc on va voir plus exactement ce que ça va donner, parce que je rappelle le résultat, c'est que si on a de suite un et vn avec f de un qui tend vers une certaine valeur et f de vn qui tend vers une autre valeur, f n'admet pas de limite. Donc on va voir plus exactement ce qu'on peut faire. On peut fixer une longueur d'intervalle de la forme 1 sur 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, donc on peut le noter 1 sur 2 puissance n moins 1, et on peut donner à f la valeur maximale 1. Et donc on va centrer ces intervalles autour de n.
Donc qu'est-ce que ça donne? Cette fonction affine par morceau là, ça va donner ce tracé là. Donc on a un pic en n plus 1,5 qui est centré en n plus 1,5, 1 sur 2 puissance n, pardon, avec 1 sur 2 puissance n à gauche et à droite. Donc voilà, on va voir que cette fonction elle convient. Donc avant de montrer que la fonction convient, je signale juste que effectivement, bon, moi je pense que le dessin peut suffire, mais on peut vouloir avoir une expression de cette fonction-là. Eh bien, on peut le faire. Donc c'est des fonctions qui sont affines par morceau, donc on peut facilement trouver l'expression de la pente et de l'ordonnée à l'origine. Donc on regarde sur n plus 1 sur 2 puissance n, la pente elle vaut quoi? Elle vaut donc le delta, la différence en ordonnée divisé par la différence en abscisse. Donc en l'occurrence, ça va faire 1 moins 0 sur n plus 1 sur 2 puissance n moins n. Donc ça va faire 2 puissance n comme pente. L'ordonnée à l'origine, elle est donnée par une condition. Donc en l'occurrence, ça va être f de n égale 0. Donc ça va donner c égale moins 2 puissance n fois n. Donc sur n plus 1 sur 2 puissance n, f de x égale 2 puissance n fois x moins n. Et maintenant sur l'autre intervalle, donc n plus 1 sur 2 puissance n, n plus 2 sur 2 puissance n, la pente elle vaut l'opposé de ce qui a été trouvé. Donc on va trouver p égale moins 2 puissance n, et on doit avoir f de n plus 1 sur 2 puissance n égale 1, ce qui va donner c égale 1 plus 2 puissance n fois n plus 1 sur 2 puissance n. Au final, on va trouver f de x, tout factorisé, ça va donner 1 moins 2 puissance n fois du coup x moins n moins 1 sur 2 puissance n. Donc au final, on peut obtenir l'expression de f, donc qui vaut ça, et qui vaut 0 partout ailleurs. Donc maintenant on va montrer qu'une telle fonction elle convient. Par construction, donc f ne tend pas vers 0 en plus infini, il suffit pour ça de considérer la suite du coup des f de n plus 1 sur 2 puissance n, qui vaut toujours 1, donc qui tend vers 1 pour n qui tend vers plus infini. Donc pour x qui tend vers plus infini, au final c'est la limite en plus infini de f qui compte, et f de n plus 2 sur 2 puissance n, ça vaut toujours 0 et ça tend vers 0 en plus infini, donc la limite elle ne vaut pas 0. F par ailleurs elle est continue, pourquoi elle est affine par morceau, donc pas de problème. Et donc maintenant on regarde les intégrales sur les intervalles sur lesquels f est non nul. Ça donne quoi? Ça donne 1, donc il faut faire base fois hauteur divisé par 2 à chaque fois, donc ça fait 1,5 du coup de base fois hauteur, donc 1 sur 2 puissance n fois 1, et vu qu'il y a deux triangles, il faut faire fois 2, donc au final ça donne quoi? Ça donne que les intégrales valent 1 sur 2 puissance n, et donc en ayant la relation que l'intégrale sur r plus de f de t, ça va être la somme du coup des intégrales sur les intervalles in, et bien on a que l'intégrale de f de t dt, ça va être la somme du coup des 1 sur 2 puissance n, et la somme des 1 de puissance n elle converge. Pourquoi? Parce que c'est une série géométrique de raison strictement inférieure ou égale à 1, strictement inférieure à 1, donc elle converge, et on en déduit que l'intégrale de f de t dt converge, et on a même sa valeur qui vaut 2 au passage. Donc voilà, on a montré que le résultat était faux si on supposait que f était simplement continu. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est quand même assez intéressant et qui est quand même plutôt difficile, qui monte en niveau au fur et à mesure. Donc pourtant on apprend quand même pas mal de choses intéressantes. Le premier résultat, il est à savoir réappliquer donc dans des exercices d'intégration qui peut parfois être mélangé avec des suites ou des séries de fonctions. Le deuxième résultat, effectivement, il permet de manipuler donc les epsilon et de revoir une inégalité triangulaire, enfin une inégalité qui découle de l'inégalité triangulaire. Et la troisième question, elle est intéressante, elle permet de tester l'intuition du candidat et de construire quand même une fonction qui est assez surprenante d'un point de vue analytique. Donc voilà, pour moi c'est un exercice que j'aime beaucoup et que je trouve qui est intéressant de savoir faire. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche parce qu'il y a plein de prochaines vidéos qui vont arriver pour préparer au mieux cette année de concours. Salut!